Voilà, écoutez, bonsoir. Merci à tout le monde d'être là. Vous êtes très nombreux cette année, comme chaque année, pour notre soirée urologique du mois de mars. Et cette année, on a une nouveauté. Donc, vous allez faire connaissance, ceux qui n'ont pas encore fait, de Dr Ortega, qui, comme vous savez, intègre les cabinets depuis peu de temps. Et voilà, il va vous parler tout à l'heure du cancer infiltrant, de technique chirurgicale, tout ce qui est... D'accord. Donc vous allez avoir l'occasion de saluer Jean-Claude. Voilà, je vais commencer. On va vous parler de cancer de la vessie. Donc c'est une pathologie que pour nous, c'est tous les jours. On voit des patients qui ont des cancers de la vessie tous les jours, que ce soit en endoscopie, que ce soit au bloc opératoire, que ce soit aux urgences, que ce soit au cabinet de consultation, que ce soit en RCP. Mais le cancer de la vessie, pour nous, c'est vraiment... c'est ce qu'on fait tout le temps, parce que la prévalence, vous allez voir, c'est importante. Je veux, en mode d'introduction, vous parler d'épidémiologie, les facteurs de risque, l'histologie et les groupes pronostiques. Donc, on va commencer par l'épidémiologie. Donc, c'est le 5e cancer en France, 6% de cancer, du total de cancer et 3% de décès par cancer. Il y a environ 200 000 nouveaux cas par an. Et il y a une augmentation, donc l'incidence est une augmentation d'environ 1% par an. Ça touche à 80% les hommes. Et il y a, puisque la cause principale de ce cancer c'est le tabagisme, maintenant il y a une petite différence dans l'évolution de l'incidence et la mortalité, il y a un petit changement, alors qu'elle est stabilisée pour les hommes, il y a même une petite diminution, il y a une augmentation de l'incidence et de la mortalité chez la femme. Puisque le temps de latence du tabagisme, c'est de 30 ans, maintenant, on est en train de voir cette évolution de l'incidence, puisque les femmes ont commencé à fumer couramment il y a justement environ 30 ans. Donc, c'est une particularité, on sait que c'est une maladie un peu plus agressive chez les femmes. Là, vous avez la survie nette, qu'on voyait à un an, c'est de 80% pour les hommes, mais par contre, c'est 62% pour les 72% pour les femmes, à 300, 62% pour les hommes, 54% pour les femmes, et à 5 ans, 55% pour les hommes et 49% pour les femmes. Donc comme vous voyez, c'est une maladie, donc le taux de mortalité est un tout petit peu plus important chez les femmes, même si ils sont touchés moins fréquemment. L'effet d'avoir plus de 75 ans, c'est aussi un facteur de risque indépendant des mortalités. D'accord. Comme vous voyez, la mortalité, elle est un tout petit peu... La survie s'est dégradée, puisque dans la période 1989-1993, elle était de 58%, donc actuellement, en 2005-2010, elle est de 54%. Donc c'est une maladie qui devient de plus en plus agressive. Quels sont les facteurs de risque du cancer de la prostate? Donc, cancer de la vessie. Sachez que avoir un familiar en premier degré, ça double le risque d'avoir un cancer de la vessie. Donc il y a une cause génétique. Et puis le sexe. Donc il y a 4 hommes touchés pour une femme. Mais par contre, comme je viens de vous dire, chez la femme, elle est plus agressive. Souvent parce que le diagnostic il est plus tardif. Donc parce qu'on considère les femmes ont plus de pathologies irritatives vésicales, les infections, etc. Aussi parce que ils ont une vessie plus fine, dont la progression vers l'état infiltrant est plus rapide, puisqu'elles ne sont pas l'obstacle prostatique, donc elles ne sont pas ce phénomène de vessie de lutte qui est plus épaisse et qui ralentit un tout petit peu cette progression. Et parce que l'anatomie est différente, les retours lymphatiques est un tout petit peu différente. Il y a également des facteurs hormonaux. Le rôle n'est pas très clair, mais il aurait quand même un rôle de récepteur androgénique et de résistance aux cytotoxiques. Donc, pour un tumeur non infiltrant les muscles de la vessie, classé PT1G3, on verra tous ces détails tout à l'heure, le risque relatif de décès est 3,5 fois supérieur pour une femme que pour un homme. L'âge, on sait que de-delà des 75 ans, la mortalité augmente de façon importante parce que les patients sont de moins en moins candidats au traitement, donc la cystectomie radicale, les patients sont en moins bon état, et également pour la chimiothérapie. Donc il y a plus de patients qui n'ont pas accès à ces traitements, dont la mortalité augmente de façon importante. On ne peut pas parler des cancers de la vessie sans se parler du tabac. Donc c'est la première cause de cancer de la vessie. Entre 50 et 80% des cancers de la vessie sont dus au tabagisme, que ce soit actif ou passif. Ça multiplie les risques de 2 fois
deux fois deux. Et pardon, le tabagisme ancien double les risques d'un cancer de la vessie. Le tabagisme actif multiplie fois 4 les risques d'avoir un cancer de la vessie. On a plus de 40 carcinogènes du groupe 1 dans la dégradation de la fumée. Et peu importe le type de tabac, que ce soit les cigarettes, les cigares, la pipe, la chiche, c'est toujours le même risque. Il faut attendre environ 30 ans entre l'exposition aux facteurs de risque et le début de la maladie. Donc il y a un risque variable selon la consommation tabagique. Le facteur important qu'il faut tenir compte, c'est l'âge de début de l'intoxication tabagique, la durée de l'intoxication, l'intensité et les types de tabac. Donc on sait que le tabac noir il est plus cancérigène que le tabac blonde. Le sévrage du tabac noir ne diminue pas les risques de cancer de la vessie. Par contre, le sévrage du tabac blonde, oui, ça diminue les risques d'incidence et des récidives pour les tumeurs non infiltrant les muscles de la vessie. Donc, il y a aussi un risque variable selon les fumeurs. Ce n'est pas que le tabac, il y a une susceptibilité individuelle, donc, parce qu'il y a différents types de polymorphismes génétiques et il y a des différents enzymes, la NAT2, la GSTM1, qui varient, qui ont un rôle dans le métabolisme de tous ces agresseurs, exact. Donc il y a des mutations qui ont été identifiées, il y a plusieurs choses comme les syndromes de Lange type 2, où il y a un carcinome urothélial associé à une forme familiale de cancer colorectal et d'endomètre, donc tout ça est favorisé par les tabacs. Le risque de carcinome vésical chez les fumeurs est de plus en plus important. Comme vous voyez, entre l'année 94 et 88, donc les risques étaient triplés, mais actuellement, il est 5 fois, 0,5 plus risqué. Et ils sont exposés à un risque plus important, les fumeurs. Et on suppose que c'est parce que dans les tabacs, il y a des additifs de plus en plus nocifs. La durée de l'exposition est plus nocive que l'intensité du tabagisme. Donc, si vous comptez fumer 30 000 cigarettes le long de votre vie, il vaut mieux les fumer en un an que sur 30 ans. Même si c'est la même quantité de tabac, il faut se dépêcher et arrêter vite. D'accord ? Le tabagisme passif, donc parmi les femmes non fumeuses, il y a 70% des cancers de la vessie. Hein, et une femme qui habite dans un tabagisme passif à domicile ou travaille pendant 10 ans, double le risque d'avoir un cancer de la vessie. Et une petite fille qui, dans son foyer, les deux parents fument et qui continue à être exposée pendant l'âge adulte, même de façon passive, donc elle va tripler son risque d'avoir un cancer de la vessie. Au total, les tabacs en France causent environ 7000 cancers de la vessie qui auraient pu être évités et environ 2000 décès par an. Donc, il faut bien toujours penser à la consultation tabacologique chez les patients qui ont un cancer de la vessie. Les sévrages tabagiques dans les tumeurs non infiltrant les muscles, s'il n'a pas de sévrage, c'est un facteur de risque indépendant des récidives. Donc, quelqu'un qui a une tumeur superficielle de la vessie qui continue à fumer, c'est un facteur indépendant des risques des récidives. Et par contre, ceux qui arrêtent de fumer, il y a aussi une diminution des risques des récidives. Dans les tumeurs qui infiltrent les muscles, donc, les sévrages augmentent la survie spécifique et globale de ce type de patients. Donc, dans tous les cas, il est utile d'arrêter de fumer. Les facteurs de risque professionnels, donc c'est le deuxième facteur de risque de cancer de la vessie. Environ 10 à 14% des cancers de la vessie sont dus à des facteurs professionnels, mais cette chiffre elle est probablement sous-estimée parce qu'il y a moins de 1% de ces cancers qui sont déclarés. Donc ça, l'inverse, c'est moins de 1, pas plus de 1. Ce sont des tumeurs, des lésions qui sont souvent multifocaux. Les agents, c'est souvent les hydrocarbures aromatiques, les amines aromatiques, l'arsenic. Il y a une région en Chili dont l'eau contient beaucoup d'arsenic. Et dans cette région de Chili, l'incidence de cancer de la vessie est 6 fois supérieure à la normale. Ensuite, les caoutchoucs, le corolorant, la plasturgie, la combustion du charbon, etc., etc. Il faut compter environ entre 5 et 10 ans d'exposition pour commencer à avoir des cancers de type professionnel. Et le délai de la prise en charge, il dure pendant 30 ans. Donc, c'est la deuxième, comme je vous dis, la deuxième cause des cancers de la vessie. Je me répète, entre 3 et 24% des cancers de la vessie.
Et voilà, et ce sont des cancers qui sont souvent les plus agressifs. Donc les cancers de la vessie des types professionnels sont les plus agressifs. On a déjà nommé les produits, dont les aminés aromatiques, les hydrocarbures, les cytocarbones chlorés, et ça on trouve ça dans la peinture, dans la teinture, dans la métallurgie et la pétrochimie principalement. Il y a un tableau qui est récent. Pour la première fois dans les guides de pratique clinique en France, il y a un tableau qui conseille de faire un suivi chez les patients qui ont été exposés. Donc comme vous voyez, quelqu'un qui a un risque très élevé, il est conseillé de faire pendant 20 ans en cytologie d'urine par an, même s'il n'a jamais eu le moindre symptôme. Quelqu'un qui a travaillé dans la métallurgie pendant plus d'un an, il est conseillé de lui faire une cytologie une fois par an. Personne ne fait ça, mais voilà, c'est écrit dans les recommandations de pratique clinique. Du point de vue ethnique, donc, il faut savoir que la survie est spécifique à 5 ans dans le cancer de la vessie pour les caucasiens blancs est de 83%, pour les hispaniques de 81%, pour les asiatiques de 82%, par contre pour les gens des races noires, que de 70%. Donc souvent ils sont diagnostiqués à un stade plus avancé et on ne sait pas si c'est dû à simplement un retard dans les diagnostics, aussi parce que ce sont des maladies qui sont plus agressives. On le trouve souvent chez les patients qui ont des syndromes de métabolisme, où il y a un sédentarisme, où il y a une inflammation vésicale chronique, donc la vessie neurogène, la schistosomiase, la cystite radique. Donc il y a environ, l'effet d'avoir subi une radiation du pelvis, ça augmente les risques de 1,7. Et on trouve surtout des lésions de type carcinome in situ autour du col vésical. Donc les médicaments, la cyclophosphamide, ça vous les connaissez tous. Les pioglitazones qui étaient dans les marchés français entre 2002 et 2011, ça s'appelait commercialisé sous le nom d'Actos, c'était un antidiabétique qui avait été associé à beaucoup de cas de cancer de la vessie. La phénacétine, qui est un antalgique, qui a été retiré en 1983 parce que ça causait le cancer des reins, mais également de la vessie. Les coûts du cancer de la vessie, donc, c'est les cancers les plus chers pour la société, parce qu'il a un caractère récidivant, parce que ce sont des patients qui suivent des multiples examens, des fibroscopies, des échographies, des scanners, parce que les traitements sont lourds. La cystectomie, pour nous urologues, c'est la chirurgie la plus lourde qu'on fait. C'est des chirurgies qui ont souvent des complications, qui ont des séjours en réanimation, qui ont des hospitalisations longues avec des complications, parce que le suivi, il est aussi très, très lourd. Il faut compter en France environ 120 milliards d'euros, tout compris, vie perdue, perte de qualité de vie, perte de production, arrêt de travail, etc., etc. Donc les finances publiques, ça coûte chaque année environ 14 milliards, il y a environ 12 milliards d'euros en soins. Et tout en sachant que ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'on obtient que la chiffre d'affaires pour l'État de la vente du tabac. Il faut savoir que le tabac nous coûte beaucoup, c'est très, très cher parce que le coût du cancer de la vessie est beaucoup plus important que les recettes obtenues par les impôts. Bon, l'histologie et les groupes pronostiques, donc il y a, comme vous voyez dans la vessie, ça c'est plus ou moins les différents types, les différents états de cancer de la vessie. Vous avez en premier lieu un tumeur plat qui est posé sur la muqueuse, c'est ce qu'on appelle les carcinomes in situ. Les carcinomes in situ, c'est une forme particulière. C'est une tumeur qui va pousser comme un tapis, de façon plate, mais qui est très agressive. Donc le carcinome in situ, même s'il n'infiltre pas la muqueuse, c'est une maladie qui progresse et qui est très agressive. Ensuite, vous avez les polypes qu'on appelle PTA, qui est posé sur la muqueuse. Les PT1 qui vont infiltrer la base de la muqueuse, c'est ce qu'on appelle l'échorium, sans passer dans les muscles. Une fois que la lésion arrive à infiltrer les muscles, c'est un T2. Il y en a deux types, superficiel, c'est-à-dire qu'il reste sur la moitié interne, et les profondes, ça veut dire qu'il va infiltrer la moitié externe de la vessie, de la couche musculaire. Le T3, où il y a déjà un envahissement au-delà du muscle, du tissu périvésical. Également, il peut être T3A si c'est microscopique, ou T3B si c'est un envahissement macroscopique avec une masse extravésicale. Et puis les T4, c'est les tumeurs qui envahissent les organes périvésical. Donc les T4A, c'est la prostate, l'utérus et le vagin. Les T4B, c'est la paroi abdominale au pelvien. Donc ça, c'est la progression naturelle des tumeurs de la vessie.
Donc ça, on a vu, c'est ce qu'on appelle les T. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle les grades. Donc les grades tumorales correspondent au degré de différenciation de la tumeur. Il permet, de façon pronostique, de prédire l'agressivité. Il y a deux classifications, donc une première de 1973, donc grade 1, grade 2, grade 3. Donc grade 1 des bons pronostics, grade 2 des pronostics intermédiaires et grade 3 des mauvais pronostics. Puis en 2004, ça a été revu et ça a été divisé en deux groupes. Les groupes des hauts grades, des mauvais pronostics et des bas grades, des bons pronostics. On continue à utiliser les deux, simplement pour une raison, c'est que la plupart des études cliniques ont été faites en utilisant l'ancienne classification 1, 2, 3. Donc c'est pratique pour continuer à créer ces groupes de risques et d'utiliser la classification. Donc les deux sont d'actualité. Ces groupes pronostiques ont été réalisés à partir des différentes études cliniques et des méta-analyses. Donc les deux principales, c'est l'EORTC, où il y avait 2600 patients, et le Cueto, où il y avait 1600 patients. La différence principale entre les deux, c'est que dans le Cueto, l'âge et les sexes du patient ont été inclus. Donc ça nous a permis de créer des subgroupes. Et voilà. Donc on a identifié des facteurs de risque de récidive et des facteurs de risque de progression. Donc de risque de récidive, vous avez l'antécédent des récidives, la multifocalité, la taille de la tumeur. On sait que les tumeurs qui ont plus de 3 cm ont un risque de récidive plus important. Les stades, TA, T1, ce qu'on vient de voir, les grades qu'on vient de voir, la présence associée ou pas des carcinomes in situ, parce que parfois on a la combinaison, on peut avoir une tumeur T1 et à côté un tumeur plat, de type carcinome in situ, et puis l'âge et le sexe. Comme je vous ai dit, l'âge et le sexe, c'est plus récent et ça a permis de créer des nouveaux groupes qu'on va avoir maintenant. Le risque de progression, il est basé sur les stades tumorales, les grades et la présence ou pas des carcinomes in situ. Donc aujourd'hui, on peut calculer les risques de progression et de récidive en utilisant tous ces paramètres. On a des outils, ça c'est comme vous voyez, c'est une capture d'écran du téléphone. Là, j'ai choisi un patient, un tumeur primaire, avec un tumeur unique de type TA, moins de 3 cm, sans carcinome in situ. J'ai mis un grade 2. Voilà, ça nous donne un patient qui présente un tumeur avec ces caractéristiques. Regardez, il a un risque de récidive de 24% à 1 an et de 46% à 5 ans. Par contre, son risque de progression vers une lésion profonde métastatique qui va mettre son pronostic vital en danger est seulement de 0,2% à 1 an et 0,8% à 5 ans. Donc vous voyez, c'est une lésion voilà, qu'il faut surveiller parce que le risque de récidive il est très important. Il a presque 50% de chances à 5 ans. Mais par contre, on ne va pas trop s'inquiéter de son pronostic parce qu'on sait que la progression est très très faible. Si par contre, on voit c'est un patient qui présente déjà plus d'une récidive par an, qui a des lésions multiples entre 2 et 7, que c'est déjà un T1, moins de 3 cm, pas de carcinome in situ, mais que c'est un autre grade, regardez, comme à niveau de la progression, là on passe à avoir 17% de risque à 1 an et 45% de risque à 5 ans. Donc, comme vous voyez, donc on a des outils, tous ces études nous ont permis de créer ces groupes de risques et en fonction de ces groupes de risques, on va faire un tel ou tel traitement, un tel ou tel suivi. D'accord ? Et ça c'est très récent. Jusqu'à maintenant on avait 3 groupes. Jusqu'à 2016 on avait 3 groupes, faibles, intermédiaires, haut de risque. Récemment on a 7e groupe de très haut risque. Comme vous voyez, tous les tumeurs de haut risque, c'est-à-dire les tumeurs PT1 qui infiltrent déjà la partie profonde de la mucose, les tumeurs de haut grade auxquels il y a du carcinome in situ, tous ces tumeurs doivent subir une réresection. Donc vous avez, souvent les médecins généralistes, parfois nous appellent, non mais on m'a dit qu'il faut les réopérer. Voilà, oui. Donc c'est une réresection des stadiages et qui va nous permettre de reclasser les patients dans les mêmes groupes de haut risque ou bien des très hauts risques. Et à ce moment-là, on peut déjà même lui proposer une cystectomie. Donc ce sont des patients qui échappent au traitement classique par instillation, par résection transurétrale. Il y a également, comme vous voyez tout en bas, quelques formes anatomopathologiques plus agressives. Ce n'est pas toujours des carcinomes urétérales, comme vous voyez. Il y a plein de subtypes différentes qu'on voit de temps en temps. Et ce sont en fonction de cette variété qu'on va changer la stratégie thérapeutique. En fonction de ces groupes de risques, on va déterminer les types de suivi. Comme vous voyez, un tumeur de faible risque, il suffit de faire une cystoscopie à 3 mois et à 12 mois, et puis une fois par an pendant 5 ans. Alors qu'un patient qui a un risque élevé,
on va faire à 3 mois, à 6 mois, et puis tous les 3 mois pendant 2 ans, et puis tous les 6 mois pendant 5 ans, et puis une fois par an à vie. Donc voilà ce qui rend cette maladie très 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 coûteuse pour la société parce que ce sont des lésions très fréquentes et qu'on doit. Et c'est des patients qu'on voit, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout le temps. Et je pense que c'est tout, un mot d'introduction, on n'a pas beaucoup de temps, donc voilà.